Sa carrière ne tient peut-être qu'à quelques années seulement, mais c'est que des succès. Au Québec, 16 chansons dans le top 50, 8 numéro 1, 12 top 10. Cette année, on parle des 50 ans de sa mort tragique et inexpliquée, voilée de mystère. On parle bien évidemment, certains l'auraient compris, on parle de Mike Brandt. Aujourd'hui, au bout du fil pour parler de lui, c'est sa nièce, Iona Brandt. Bonjour, Iona. Bonjour à tous, bonjour au Canada. Donc, Iona, il faut commencer l'entrevue en disant que vous n'avez pas connu Mike Brandt. Vous êtes née l'année qui a suivi sa mort, donc dans une famille marquée par le drame. Exactement, je suis la fille de son frère cadet, Zvi. Je suis née un an après sa disparition, mais j'ai eu la chance d'être imprégnée par sa lumière, son héritage musical, spirituel. C'est quelqu'un qui a laissé une forte empreinte dans notre famille. Comme vous le citiez, notre famille a, une histoire assez forte. Tout cet héritage-là, je le porte au fond de moi depuis ma naissance. Et là, cette année, ça fait 50 ans que Mike Brandt nous a quittés. On a vu plein de témoignages sur les réseaux sociaux de tout le monde, des fans, des artistes qui ont très bien connu Mike Brandt. Comment la famille, comment les proches, vous ressentez tout cet amour 50 ans plus tard? Écoutez, nous sommes toujours très très surpris de constater que Mike est resté dans le cœur des gens. Il a laissé une empreinte. Bon, c'est une période, les 70s qui a marqué également. Mike en a fait partie. Il a apporté sa patte musicale, son talent, son aura. Et je crois que son authenticité aussi, tous ces facteurs ont marqué effectivement une voix quand même, une voix unique, on va dire. Et ça nous touche beaucoup parce chaque année on se dit ça y est, ça va se calmer, et on se rend compte que non, il a laissé vraiment une empreinte dans le cœur des gens, même si parfois au niveau médiatique c'est un petit peu boudé. Eh bien on se rend compte que ses fidèles à travers le monde sont toujours là, que les réseaux sociaux échange plein de choses à son sujet et qu'il est toujours aimé. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Pour lui, en tout cas, je pense, mérité. Vous avez parlé de la voix de Mike Brandt, cette voix qui était unique et pourtant, elle s'est fait attendre, cette voix-là, parce que enfant, il a parlé très tard, là. Effectivement, il a parlé très tard. C'était un enfant assez introverti, pourtant très très heureux de vivre, beaucoup d'humour, assez téméraire, qui avait de la pugnacité. Il savait très très vite ce qu'il voulait faire, mais il a parlé tardivement parce que malgré tout c'était quelqu'un de pudique, de discret. Il a parlé, alors la légende dit qu'il a parlé à 5, 6 ans, 7 ans, on va pas exagérer, mais effectivement comparé aux autres enfants, il a parlé plus tardivement. On parlait d'aphasie ou de dysphasie, sachant que ses parents avaient vécu le traumatisme de la Shoah, donc on a mis beaucoup ce retard de langage, d'expression dû à ces facteurs-là et cette histoire, ce passé douloureux familial. Par contre, quand il s'est mis à parler, il a dit « je préférais observer plutôt que de parler ». Il s'est très très vite rattrapé avec le chant. Oui, parce qu'il va découvrir qu'il a cette voix unique à l'adolescence environ, là. C'est très très tôt qu'on découvre que Mike Brandt peut chanter. Alors déjà avant, parce qu'à 6 ans, il rentre dans la chorale de son école, il intègre la chorale de son école, il devient très vite soliste parmi la chorale de filles. Après, il intègre des cours à la synagogue. Donc on va dire qu'à 6-7 ans, déjà, on se rend compte du potentiel de sa voix. C'est quand même assez extraordinaire. Et oui, c'est un don inné, oui. Après, il a beaucoup travaillé, il s'enregistrait. Il était très autodidacte, Mike, donc il avait son petit magnétophone à portée de main, et puis il répétait comme ça dans sa chambre. Il chantait, il rechantait pour vraiment travailler sa voix. Il chantait le mieux possible. Cette capacité et son talent naturel, il l'a eu très très vite. Plus rien. Iona Brandt, vous avez parlé du traumatisme de la Shoah des parents de Mike Brandt. Il faut mentionner quand même pour les auditeurs que les deux parents de votre oncle ont perdu leur famille durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça a marqué longtemps votre famille?
Oui, je pense que c'est un traumatisme qui perdure, qui est transgénérationnel, vraiment qui se transmet longtemps, même encore ma génération, ou peut-être même les générations à venir, même inconsciemment. C'est un fait assez marquant, qui sont de plus parfois ravivés par l'actualité. Alors même si effectivement nous ne l'avons pas vécu, ça se transmet. Mike a d'autant plus été marqué par cela, du fait que il l'a pas découvert tout de suite, il ne le savait pas. Sa maman a gardé sous silence son traumatisme, elle ne voulait pas charger encore plus émotionnellement ses deux fils. Et Mike, qui s'appelait Moïse à l'époque, de son vrai nom, a découvert l'histoire de sa maman par hasard, alors c'est une longue histoire, mais pour faire vite, une femme a sauvé ma grand-mère pendant la guerre dans les camps de concentration à Auschwitz. Et cette femme-là, après la guerre, a recherché Bronia et l'a retrouvée. Elle s'est présentée à l'appartement de la famille Brand et ma grand-mère était hospitalisée à ce moment-là, dû aux séquelles de la Shoah. Mike devait avoir peut-être 12 ans, 13 ans. Et cette femme arrive, demande à voir Bronia. Et quand on lui dit, mais elle est à l'hôpital. Elle lui dit, mais pourquoi est-elle à l'hôpital? Et là, la famille lui répond, mais on ne sait pas. Elle est souvent malade. Elle est souvent hospitalisée. Et là, cette femme qui s'appelle Clara leur dit, moi je sais pourquoi elle ne va pas. Je sais pourquoi elle est hospitalisée. Emmenez-moi la voir. Et là, les deux enfants se retrouvent littéralement avec les retrouvailles de Clara et de ma grand-maman, Bronia. Et là, elle explique tout ce qui s'est passé. Donc, Mike reçoit en pleine figure tout le passé, toute la douleur de sa maman et découvre ce qui s'est passé. Et là, ça a été un énorme choc pour Mike. Il a pris conscience de choses, il a pris conscience du passé et des traumatismes, il a compris beaucoup de choses. Et à partir de là, je crois qu'il a pris sa vie en main et qu'il a su qu'il voulait quelque part avoir une revanche sur cette horreur. Et qui voudrait à partir de là plus que jamais chanter et donner de l'amour, que la paix et l'amour à travers sa voix et sa musique serait une vengeance sur tout ça. Quand mon père m'en parle, c'est très très émouvant parce qu'on imagine ces deux enfants, ces deux jeunes enfants qui sont stupéfaits de découvrir tout ça. Et c'est vrai que bon, à partir de là, Mike ressentait déjà parce que c'était un enfant très intuitif, très hypersensible, il rentrait dans une pièce, il savait tout de suite ce qui se passait. Il savait quel était l'état d'esprit de la personne. Est-ce que la personne se sentait mal? Est-ce que la personne était de bonne humeur? Et donc il ressentait que sa maman était en souffrance, mais il n'arrivait pas à mettre des mots dessus. À partir du moment où il a pu avoir des mots dessus, il en a été très choqué, mais à mon avis, ça a été aussi le boost pour son destin. Et voilà. Voilà l'histoire. Ça a été une vengeance immense parce que il va connaître que des succès, mais cette carrière-là, c'est un coup du destin parce que Mike Brandt est arrivé en France un peu par hasard sous les conseils de nul autre que Sylvie Vartan et d'un certain Carlos qui à l'époque ne chante pas encore. Comment Mike Brandt se retrouve à rencontrer Sylvie Vartan qui lui dit avec Carlos « Viens en France ». Mais écoutez, très rapidement, on va dire à l'adolescence, Mike chante dans divers nightclubs ou hôtels ou tous les endroits où il peut chanter et se produire avec son groupe de musiciens. Et puis de fil en aiguille, il se retrouve, il dépasse sa ville de Haïfa à Tel Aviv, et puis un petit peu plus loin et encore plus loin, par même avec la troupe du Grand Music Hall d'Israël, il va en Amérique, il va en Afrique du Sud, et puis il revient en Israël, et puis là, on l'entend chanter à force de se produire dans les divers nightclubs, et il est repéré pour aller chanter dans un prestigieux hôtel à Téhéran. Donc lui, il suit son destin, il est ravi de cette expérience. Dans les lieux se trouvent un soir Sylvie Vartan et Carlos, qui était son secrétaire de l'époque. Ils croisent son destin, puisque Sylvie lui craque sur sa voix, lui trouve un potentiel extraordinaire et lui dit « Écoute, on manque de chanteurs comme toi en France. Voilà, tu sais tout faire, tu chantes à l'américaine, tu chantes en français, tu chantes dans toutes les langues. » Enfin, il savait faire plein de trucs, Mike. Donc, c'est vrai qu'on oublie un petit peu, mais c'est un vrai showman. Il chantait en plus de 5 langues. Et elle lui dit
Viens en France, je pourrais te présenter à des producteurs qui seraient sans doute intéressés. Alors Mike, une fois de plus, il se dit, allez, super expérience, on y va, on essaye. Et c'est ce qu'il fait. Et là, une histoire, une page blanche importante s'ouvre pour lui. Une page blanche qui a failli ne jamais s'écrire parce que arrivé en France, ben il prend pas conscience que Sylvie Vartan est une immense vedette, donc elle est pas tout le temps chez elle, donc quand il l'appelle, il y a personne et c'est finalement Carlos qui va répondre alors que Mike Brandt est à l'aéroport, non? Exactement, c'est-à-dire qu'il prend pas la mesure, il connaît pas vraiment Sylvie Vartan. En plus, c'est vrai que Mike était quelqu'un qui, voilà, qui considérait un peu tout le monde à égalité. Il prend la mesure quand même des artistes, des stars, mais enfin, lui, il fait pas de différence entre les religions, les provenances, la couleur de peau. Voilà, il aime tout le monde et il prend pas la mesure tout de suite de l'importance et de la carrière de Sylvie Vartan. Et il se doute pas qu'elle peut être en tournée au moment où lui il arrive à Paris. Il débarque comme ça avec sa valise, avec sa jeunesse, avec sa fougue. Il erre comme ça 10 jours à Saint-Germain-des-Prés, il découvre la capitale, ça lui plaît beaucoup, mais personne ne répond. Alors, au bout d'un moment, les sous s'envolent, il lui reste que quelques centimes en poche et il est contraint de repartir en Israël. Et là, un dernier appel, en désespoir de cause, et c'est Carlos qui décroche. Là, tout commence. Viens mon pote, viens à la maison, ne reste pas là, je t'attends. Laisse-moi t'aimer. Si je vous dis Iona Brandt, la date du 23 janvier 1970 et que je vous dis le gala du Midem, qu'est-ce que ça veut dire dans la carrière de Mike Brandt? Ah oui, ça c'est un grand push. Ça c'est vraiment important pour Mike. Effectivement, le premier 45 tours, Laisse-moi t'aimer. Le Midem de Cannes qui est quand même un détour très important pour les professionnels du métier. Et c'est là qu'il se fait découvrir. Alors il arrive sur scène, bon encore une fois, lui il prend pas la mesure de tout ça, mais quand même quand il arrive là-bas, il se rend compte que c'est important. Et on le voit dans l'extrait vidéo tourné pendant le Midem. Il est un petit peu timide au début. En plus, il parle pas français. Il a travaillé en phonétique ses chansons. Et il chante. Il commence avec quelques notes légères. Et puis subitement, il est dans son élément. C'est là qu'on voit que pour lui, dès qu'il met les pieds sur scène, il est chez lui. Alors, il n'était pas sûr de lui dans la vie, mais quand il est rentré sur scène, il était comme un poisson dans l'eau. Et là, il lance la voix s'envole. À ce moment-là, que c'est le moment de grâce et une standing ovation dans la salle et sa carrière commence. Et c'est là que non seulement le public rencontre Mike Brandt, mais aussi l'industrie tout entière, parce que le Midem, c'est hyper prestigieux, là. C'est l'événement de l'année presque. Oui, c'est l'événement de l'année. C'est effectivement là que les professionnels de l'industrie du disque découvrent les talents, les futurs talents. Parallèlement, Monique Lemarcy, qui est une grande programmatrice de RTL, croit en Mike, en sa chanson. Elle ne l'a pas encore vu physiquement. Elle écoute le disque amené par Jean Renard. Elle craque sur le titre. Elle prend le risque de passer le titre plusieurs fois par jour sur les ondes radio, alors que c'est pas forcément gagné parce que c'est une grande voix sur une chanson de variété. C'était pas trop la mode à l'époque. On est à la sortie des yéyés, donc on a plutôt des voix plus intimistes, ou alors on a des grandes voix sur des grands airs d'opéra. Là, Mike, il est entre les deux, donc c'est un petit peu risqué. Et Monique Lemarcy prend le risque, contre l'avis général, de passer le disque à l'antenne. Les auditeurs sont conquis. Donc on a un petit peu ces deux événements parallèles qui se marient. Voilà, Laisse-moi t'aimer, c'est cool, des milliers d'exemplaires en quelques semaines. On connaît pas encore tout à fait son physique et ça va être une agréable surprise qui accompagnera sa voix d'or, si je puis dire. Voilà, et surtout sa grande gentillesse. Donc il avait beaucoup pour lui. On va dire que les fées se sont penchées un petit peu sur son berceau et je pense qu'il en a fait des belles choses. Iona Brandt, vous l'avez mentionné, c'est une grande voix sur une musique de chansons populaires, de variété française. Il y a le physique qui joue un très grand rôle là-dedans, mais la voix de Mike Brandt, elle était unique. Est-ce que vous pensez qu'il a
commencer une mode parce que avec Mac Brent va s'enchaîner des dizaines et des dizaines de, comme on dit au Québec, de beaux bonhommes qui vont chanter des chansons avec leur voix tout aussi unique, mais souvent moins puissantes que Mac Brent sur des chansons plus populaires. Est-ce que vous croyez que Mac Brent a commencé ce mouvement-là musical? Alors, à l'international, je ne peux pas répondre. En France, sans doute. Il y en avait un ou deux, comme Johnny Hallyday, qui a une grande voix aussi, qui portait avec beaucoup de puissance, mais encore différente. Mais c'est vrai que c'était pas très populaire à l'époque. Et peut-être, oui, peut-être a-t-il lancé effectivement cette mode de grande voix sur de la variété. Et puis en plus, Mike, il avait vraiment envie qu'on s'attache plus à sa voix qu'à son physique. D'ailleurs, il se trouvait pas toujours très beau, il se trouvait trop mince, trop grand, trop si, pas assez ça. Donc il avait plutôt envie qu'on s'attarde sur ses performances vocales et ses performances scéniques. Il voulait faire une carrière à la Sinatra, à la Humperdinck, et il adorait venir justement à Montréal, au Canada. Il y avait des attaches. Nous avons d'ailleurs de la famille et des cousins que nous saluons au passage. Et voilà, c'est vrai qu'il tendait vers une carrière internationale. Mais pour répondre à votre question, oui, peut-être a-t-il lancé cet effet de mode de grande voix sur de la variété. On va en parler. Merci de le signaler. On va en parler de Mac Brent au Québec. Après Laisse-moi t'aimer, qui va s'écouler à des millions d'exemplaires pendant l'année 1970-1971, c'est pas moins au Québec seulement de 16 chansons de Mac Brent qui vont se retrouver au top 50, 12 top 10 et 8 numéro 1. Pour un artiste international au Québec, c'est excessivement rare. Et on va nommer quelques-uns des immenses succès de Mac Brent au Québec. Mets dans la lumière, Accord perdu, Rien qu'une larme, C'est ma prière, toutes des chansons qui ont été numéro 1. Et on le sait, Mac Brent, il adorait le Québec. Puis il n'a pas vraiment eu le choix, si j'ai envie de dire, parce qu'on l'a adopté tout de suite ici. Et il vient au Québec en 1971 pour la toute première fois. Est-ce que, Yona Brent, vous avez entendu des histoires en lien avec le Québec et Mac Brent? Oui, j'en ai entendu. C'est notamment une histoire familiale. Ma grand-maman, ayant perdu, pratiquement toute sa famille pendant l'Holocauste, a néanmoins une cousine qui avait survécu, qui a écrit un jour une lettre que ma grand-mère a reçue. Elle a écrit du Canada. Et Mike a eu vent de cette lettre et a vu l'émotion dans les yeux de sa maman. Alors, dès qu'il a pu, il a organisé un voyage surprise à sa maman pour l'emmener au Québec et retrouver cette cousine. Ce qui a été un énorme moment d'émotion. Donc ça, c'est une histoire qui nous est assez chère et qui a recréé des liens entre les familles qui avaient immigré au Canada et les nôtres en Israël. Et puis, il y a une autre histoire qui est une grande histoire d'amour, pour Mike, avec une chérie qui habitait au Canada. Voilà, ouais. Il y a une grande histoire d'amour là-bas. Donc, il venait régulièrement, et pour ses concerts, et pour son histoire personnelle. Vraiment beaucoup venir, oui, vraiment beaucoup venir. Une autre date qui va marquer la carrière de Mac Brent, c'est le 23 novembre 1971. Il est sur la scène de l'Olympia en première partie d'une autre artiste qui était très populaire ici, Dalida. Dalida qui est une rencontre qui va marquer la vie de Mac Brent parce que ils vont lier une amitié très spéciale, très sincère. Yona Brent, qu'est-ce qui liait Dalida et Mac Brent? Oui, effectivement, Dalida, je pense, on peut la qualifier de sincère amie de Mike. Ils ont plein de points communs. Déjà, ce sont leur passé, ce sont des déracinés, des personnes qui ont dans leur cœur un pays ou un passé ou des origines, on va dire, qui les éloignent. Leur carrière les éloigne pas par le cœur mais par la distance, donc il y a ce côté déraciné
qu'ils ont en commun une hypersensibilité, je dirais réceptivité tous les deux. Ils parlent la même langue, mais en termes d'âme, pas de langage. Ils se reconnaissent quelque part dans leur fêlure, en même temps leur pugnacité, parce que Dalida était aussi une personne qui a tout donné pour sa carrière. Donc il y a cette amitié qui naît et ils partagent effectivement l'Olympia. Dalida invite Mike à faire sa première partie et donc c'est un grand tournant pour Mike puisque c'est à ce moment-là que la rupture avec son producteur, auteur-compositeur Jean Renard aura lieu. Et à partir de là, Mike va oser mettre en avant ses compositions et créer ses chansons. Donc il y a tout ça qui les réunit et jusqu'au bout parce que je sais qu'après la disparition de Mike, ma grand-mère était venue à Paris chez Graziano, un restaurant à Paris, et ma grand-mère se trouvait là. Elle a rencontré Dalida et Dalida lui est littéralement tombée dans les bras en pleurs. Voilà, c'était un moment assez émouvant. Dalida avait compris beaucoup de choses chez Mike que peu ont décelé parce que je pense qu'il a été pas très très bien compris. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Au-delà des mots et de la langue, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été compris dans ses ressources, dans son potentiel, dans sa sincérité et qui a plus été exploité, à l'inverse de Dalida. Voilà leur histoire, une belle histoire d'amitié. Et je pense que maintenant, là où ils se sont retrouvés. Quand même, il faut le mentionner, quand Mike Brent va, pour la première fois, si on peut dire ça comme ça, tomber d'un balcon en 1974, l'une des premières à son chevet, c'est Dalida, qui est courte d'ailleurs, sa visite au Québec. Elle était en promotion au Québec pour un disque quand elle apprend que Mike Brent se serait jeté d'un balcon en Suisse, et elle est courte, cette visite-là. Oui, vous avez raison. Elle s'est rendue effectivement à son chevet tout de suite. Il y a une très jolie photo d'ailleurs qui existe où elle est là à côté de lui. Je crois qu'elle lui donne la main, je ne me souviens plus, mais il se dégage quelque chose de très joli. Alors bon, évidemment, on a eu toutes sortes de rumeurs. Je pense plutôt que c'était une vraie amitié et que c'était une rencontre. Voilà, une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent, qui parlent le même langage et qui ont la même hypersensibilité ou réceptivité. Je redis ces mots parce que j'insiste sur l'hyperréceptivité plutôt que fragilité. Et oui, je pense que quelque chose de ça, c'est une jolie rencontre entre les deux. Et Dalida a sans doute très bien compris la personne qu'était Mike. Voilà. L'homme, pas l'artiste. Je pense que l'artiste, bon, tout le monde avait compris ses performances, ses capacités, ses qualités. Certes, Mike, c'était pas qu'une voix et c'était pas qu'un physique. C'était une personne assez hors du commun, de par qui il était à l'intérieur et dans son cœur. Et je me permets de le dire, même si je ne l'ai pas connu, par rapport aux centaines, c'est pas des milliers de témoignages de gens qui l'ont croisé, côtoyé, connu, hommes, femmes, enfants. J'ai la chance d'avoir beaucoup de témoignages, beaucoup d'anecdotes. Moi-même étant hypersensible, je ressens des choses aussi. Il y a cette filiation, il y a les liens du sang. Et sans idolâtrer Mike, je crois que c'est unanime. C'était vraiment une belle personne et généreuse personne dans l'âme. Et comme Dalida l'était aussi, eh bien, je pense qu'ils se sont reconnus sur cette sincérité-là et cette vérité-là. Iona Brent, vous l'avez mentionné au cours de l'entrevue, Mike Brent, c'était un homme, une personne introvertie, hypersensible. Et malgré tout ce succès-là, il y a quand même une ombre au tableau qui va le toucher profondément. Il ne peut plus sortir de chez lui. Les fans sont toujours présents. Il se fait, c'est presque du harcèlement parce que c'était une immense vedette, Mike Brent. Et là, on va commencer à parler de problèmes de dépression, de paranoïa. Il y a beaucoup de problèmes qui vont tourner autour de la vie personnelle de Mike Brent. Est-ce que vous pensez que ça l'a affecté beaucoup plus qu'on peut le penser, Mike Brent?
Alors, on évoque ces facteurs souvent, effectivement, qui sont réels, hein, parce qu'il y a effectivement une euphorie hors norme, bon, comme pour d'autres artistes, hein, d'ailleurs, de son époque, qui l'empêche d'avoir une vie normale, effectivement, de sortir de chez lui. Un jour, ma grand-mère vient le voir à Paris, ils font une visite touristique, et là, il est assailli de fans et il est obligé de partir en courant et d'aller se cacher. Et il dira, je ne peux même pas faire visiter la Tour Eiffel à ma maman. Donc ça l'affectait beaucoup. Mais je pense pas que ça l'ait affecté au point évoqué, dans le sens où on oublie que à cette époque, il y a d'autres facteurs qui le marquent, à mon avis, beaucoup plus que ça. Ce sont les actualités, les attentats de Munich et puis la guerre du Kippour. On a ces facteurs-là qui font que Mike devient à ce moment-là une cible. Il le sait, il est prévenu par l'ambassade qu'il est sous protection parce qu'il est une cible potentielle. Donc à ce moment-là, Mike, quand il monte sur scène et que voilà, les groupies se jettent sur lui, parfois avec des paires de ciseaux pour lui arracher une mèche en souvenir ou lui arracher sa chemise ou autre, bon, ça c'est le phénomène, certes. On oublie que Mike, à ce moment-là, dans sa tête, il a plutôt ces événements-là en tête. Donc, il ne sait plus si c'est de la fanatitude ou si dangereux pour lui. Donc, je pense que c'est ça qui, à un moment donné, le trouble beaucoup. Et puis, effectivement, de se dire, mais à un moment donné, on ne m'écoute plus chanter. Moi, je veux chanter, je veux faire mon métier, je veux donner ce que j'aime donner et on ne m'entend pas tellement ça crie. Donc ça, oui, ça le perturbait beaucoup. Mais à la base, Mike, il aime les gens. Il aime les gens. Il vient d'une petite ville à Haïfa où les gens vivent tous ensemble, d'où qu'ils viennent. Il a gardé ça en lui. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il aime les gens. D'où qu'ils viennent, il aime parler. D'ailleurs, dès qu'il peut, il va dormir dans des familles où il y a une ressource familiale, une chaleur familiale. Il va parler à des gens, voilà, quand il voyage, il va parler à des gens dans la rue, il tient la main, il joue au foot avec des enfants. C'est quelqu'un qui est proche des gens, qui aime cette humanité-là, ce partage d'humanité-là. Donc il n'est pas anti-fan, il n'est pas anti, au contraire, il a conscience que grâce à eux, voilà, il peut faire sa passion et vivre son métier. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est les excès ou ce qui pourrait être un danger. Ça, effectivement, il en a peur. Il faut aussi parler, en 1974-1975, arrive la mode du disco. Mode qui va balayer des dizaines et des dizaines d'artistes de la chanson française, de la grande chanson française qu'on pourrait dire, mais aussi qui va faire mal aux chanteurs de charme comme Mac Brent, justement. Est-ce que vous savez s'il a eu peur de cette mode disco, s'il a eu peur de voir sa carrière se terminer? Pas forcément uniquement à cause de ces facteurs. Il a toujours gardé à l'esprit que tout pouvait s'arrêter à tout instant. Hein, on vient d'une famille où effectivement des drames ont tout volé du jour au lendemain. Donc, il dit lui-même, un chanteur, c'est comme un yo-yo. Un jour, il monte, un jour, il descend. Il a toujours ces inquiétudes-là. Bon, ça, je pense, ça fait partie aussi de la sensibilité des artistes, voilà, après, on en prend la mesure ou pas. Lui, il garde des pieds sur terre malgré tout. Donc, il sait qu'il doit pas se relâcher, qu'il doit continuer à travailler, que rien n'est acquis. Par contre, je crois pas qu'il avait peur de ce mouvement-là. Au contraire, Mike, il était quand même très en avance sur son temps. Il adorait la nouvelle technologie. Il était très connecté avec l'Amérique, avec le Canada, avec tout ce qui pouvait se faire au niveau des appareils, des derniers appareils électroniques, des dernières musiques qui sortaient aux USA. Il se procurait des disques, il les faisait venir, des bandes aussi, des petites bandes qui se faisaient enregistrer, qu'on lui envoyait. Des bandes magnéto et autres. Il adorait ça, en fait. Il adorait savoir ce qui se passe et avoir tout ça pour avancer, pour progresser, pour se remettre en question. Et puis, comme Mike composait, comme il dessinait aussi, il faisait plein de choses, en fait. Donc, je pense qu'il se serait renouvelé. Encore une fois, la France, c'est une étape pour lui. Je crois pas qu'il pense y rester. Je pense qu'il le vit comme une aventure et une expérience qui prend une ampleur dont il s'attendait pas. Mais à la base, Mike, il veut partir en Amérique.
il veut faire d'autres choses aussi que de la variété française, même s'il adore ça. Il chante de la chanson française même à 16-17 ans. Il chante des chansons italiennes, des chansons françaises. Il chante Charles Aznavour, il chante tout ça. Mais il a une palette très très riche. Il connaît des centaines de chansons par cœur. Je pense que ça l'effrayait pas dans la mesure où il avait vraiment beaucoup de cordes à son arc et que lui-même se serait adapté ou aurait peut-être même apporté d'autres choses à son répertoire. Je vis la famille. D'autres choses, c'est ce qui va arriver le 15 avril 1975. Il enregistre sa reprise de Feeling, excellente reprise, dis-lui, qui va se retrouver à sa sortie dans le top 50 au Québec. Et 10 jours plus tard, Iona Brent, votre oncle Mike Brent, meurt après avoir chuté d'un balcon. Il avait seulement 28 ans. Il avait des projets à la tonne, un Olympia, un retour au Québec également, on en a parlé dans la presse. Avec la mort de votre oncle, vient des tonnes de rumeurs, des mystères, des zones d'ombre. On a parlé de son entourage trouble, son agent, qu'on va pas nommer, mais qui était un homme endetté, qui était pas réellement un agent, qui était un gambler, qui 2 ans plus tard sera retrouvé supposément suicidé de 2 balles dans la tête en 78. Iona Brent, la mort tragique de Mike Brent, qui est officialisée comme un suicide. Est-ce que vous vous prononcez là-dessus? Déjà, bravo pour votre discours, parce que je trouve que les mots sont très bien choisis et très explicites. Ma position, elle est celle d'une personne de la famille qui a reçu en héritage je parle bien spirituel parce que j'en entends beaucoup, mais nous, on a une famille qui est portée par des souvenirs douloureux, mais également par beaucoup d'amour et beaucoup de trésors, enrichissants dans le cœur. Et je suis venue au monde en partie grâce à Mike. Par la force des choses, j'ai reçu on va dire, je l'ai senti comme une mission pour porter sa mémoire en fonction des demandes, en fonction de ce qui venait. J'ai une vie à côté, tout à fait normale, une vie de famille, un travail. Je ne vis pas dans l'ombre ou dans les souvenirs de mon oncle 24 heures sur 24, mais il a laissé quelque chose de très fort et de très beau que j'ai accepté très vite comme une mission évidente de porter sa mémoire, continuer tant qu'on me le demandait à porter tout ça à simplement véhiculer sa mémoire. Donc dans cette mission-là, je ne me prétends pas pouvoir donner de réponse à cela tant que je n'en aurai pas 100% la certitude. Je ne suis pas là pour ça. Cependant, il y a des théories absurdes qui m'agacent un peu, je vais être honnête avec vous, parce que avec toutes les archives, les documents, tout ce que je sais, elles me semblent complètement impossibles. Quant au mystère, oui, il demeure vraiment. J'ai plutôt envie de vous dire que je tends vers un Mike qui était beaucoup moins faible que ce qu'on prétend, beaucoup plus volontaire, qui a pris sa vie en main, qui savait ce qu'il voulait, qui a prouvé par beaucoup de facteurs que c'est quelqu'un qui savait quand même ce qu'il faisait, même s'il s'est retrouvé dans des situations compliquées et involontaires. Moi, je pense qu'on doit garder de lui ses chansons, ce qu'il nous a laissé, mais c'est vrai que si la théorie évoquée depuis 50 ans, donc celle du suicide, ne l'était pas, je trouverais que ce serait d'une injustice terrible, une injustice terrible pour lui. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Il y a peut-être une injustice pour lui. Je me sens pas légitime de donner une réponse parce que ce serait grave de donner une réponse tant qu'on n'en est pas sûr. Mais voilà, je suis triste, je serais très triste pour lui. Je suis triste s'il y a une injustice. Et merci beaucoup de m'avoir laissé la parole aussi longtemps. Le 25 avril dernier, il y a eu un très bel hommage pour commémorer la mémoire de Mike Brent à Paris. C'était quoi cet hommage-là? Alors effectivement, nous nous sommes réunis le 24 et le 25 avril avec les fidèles de Mike, qui sont venus
d'Amérique, d'Ukraine, d'Allemagne, de Suisse, de France, de partout. C'était assez incroyable. Les proches du métier aussi, Jean Renard, Monique Lemarcy, des artistes également. Notre famille, bien évidemment, sauf mon papa qui malheureusement est souffrant. Nous avons eu une grande soirée en son honneur chez Warner Music France, la maison de disques de Mike, qui lui est très très fidèle, qui sort un 33 tours et un picture disc avec une photo incroyable de Mike, qui sortira bientôt un coffret avec des inédits, avec plein de surprises qu'on est en train de préparer de tout notre cœur, parce que il nous a laissé des trucs incroyables. On découvre encore et toujours des choses. Et puis le lendemain, le 25 avril, alors là c'était une journée que je m'en suis pas encore remise. Je suis encore sous le coup de l'émotion parce que nous avons commémoré 50 ans, jour pour jour, heure pour heure, le 25 avril à 11h du matin, grâce à la mairie du 16e. Nous avons participé à l'inauguration de la place Mike Brandt dans le 16e arrondissement. Alors, cette place se trouve donc au cœur de Paris, en face de la première habitation de Mike lorsqu'il est arrivé en France. Et lorsque Laisse-moi t'aimer est sorti, il a emménagé dans son petit appartement avenue Victor Hugo. Et si vous voulez, 50 ans après, on s'est tous réunis sur cette place, ce qui fait que, voilà, cette année, c'était pas la rue Erlanger, qui est quand même une rue chargée de beaucoup de choses. Cette année, on était sur l'élévation pour Mike. Voilà, Mike s'est élevé, s'est inscrit dans les rues de Paris. Une place porte désormais son nom. Également en Israël, à Haïfa, il y a l'avenue Mike Brandt, donc toujours le pont entre les deux pays. Donc c'est un immense honneur. Je vous cache pas que ça fait un petit peu la une avec cette photo où je pleure Oui. sur son portrait pour expliquer effectivement à ce moment-là tout est sorti parce que voilà, j'ai consacré 50 ans de ma vie pour porter sa mémoire, pour porter surtout et aussi la mémoire des drames et de ce qu'ont vécu mes grands-parents, d'autant plus quand ma grand-mère a perdu son fils. Donc et c'est vrai que cette inauguration qui a ancré Mike, qui a inscrit encore plus son nom, a été comme une délivrance et comme une consécration et un honneur pour notre famille, représentant des millions de familles qui ont vécu ces drames-là ou qui le vivent encore. Il y avait beaucoup d'humanité dans tout ça. C'est pas uniquement une fierté, évidemment une fierté pour Mike, parce que c'est merveilleux pour lui, mais c'était également le témoignage on se réunissait tous humainement et on a chassé toute l'horreur de l'humanité pour se dire, l'amour triomphe toujours. La discographie complète de Mike Brandt est disponible sur les plateformes de streaming légales, mais aussi dans les disquaires au Québec. J'en vois partout des disques de Mike Brandt. On voit des coffrets dans les magasins grande surface. Yona Brandt, avant de se quitter, est-ce que je peux vous demander une chose? Est-ce que vous êtes prête à commémorer les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans, les 100 ans de Mike Brandt? Écoutez, déjà, j'ai du mal à croire qu'on arrive aux 50 ans, non pas, je crois beaucoup en mon oncle et je sais tout ce qu'il a laissé d'extraordinaire, mais enfin, quand même, 50 ans, c'était magique. Alors, je ne sais pas, mais tant qu'on aura tous envie de le chanter et de se souvenir de lui, on se retrouvera et on le chantera avec grand plaisir. Yona Brandt, nièce de Mike Brandt, merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps et je vous embrasse tous très fort. Merci.